la voiture de demain, en fait, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque plus de l'industrie lourde, c'est un iPhone sur roue, quoi. Le partage de la passion, ça s'explique pas vraiment, mais ça se vit. Donc c'est quand on est sur une course qu'on instinctivement on exprime des émotions, quand on est derrière le volant, quand on est avec des pilotes ou ce genre de choses là. D'ailleurs, on parlait d'agenda tout à l'heure là, mais c'est un petit peu un risque d'être trop dans le workload parce qu'il faut toujours se dégager justement du temps pour créer. Et malheureusement, créer c'est pas sur demande, hein. C'est pas tiens de 4 à 5 je crée, c'est en se brossant les dents. Bonjour Olivier Camus, bienvenue sur Startup Podcast. Tu es le directeur marketing et des communications pour Alpine Cars, une marque automobile de performance, qu'on peut dire européenne. Bienvenue au Startup. On est vraiment excités de te recevoir. Mais merci de votre invitation. Je suis très touché de cette invitation, de vous avoir avec moi, malgré le décalage horaire. Mais par contre, on a une chose en commun aujourd'hui, c'est la neige et c'est assez rare pour être souligné. Vous avez la neige à Paris aujourd'hui? Oui. Donc là, ça tombe doucement. Donc on a ça, ce qui est rare. Mais les Parisiens doivent être déstabilisés. Ah ben, 1,5 centimètre et c'est foutu ici. Mais moi, j'ai eu des bonnes années de formation au Québec pour ça, donc ça va, je suis prêt. Mais oui, mais justement, parlant du Québec, on sait que là, en ce moment, tu es à Paris, mais peux-tu nous replonger dans le début de ton parcours professionnel en marketing? Et je pense qu'on va justement passer par le Québec à travers ça. Oui, exactement. Moi, j'ai envie de dire, je suis un enfant du sport automobile parce que j'ai grandi sous une affiche en fait d'une 205 Turbo 16. Enfin bref, c'est une Peugeot et je m'endormais sous cette voiture en fait tous les soirs en rêvant de travailler dans le sport automobile. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, ça a été mon premier job. Et donc, au fur et à mesure de connaissances, de relations, etc., j'ai pu décrocher un stage donc chez Peugeot Sport et ensuite donc un emploi. Et je suis resté donc 7 ans chez Peugeot Sport où j'ai fait différentes activités, toujours dans l'univers du marketing. D'abord dans différents championnats de France sur les circuits ou les rallyes. Ensuite en championnat du monde des rallyes. Et enfin en endurance avec le retour de Peugeot en endurance où on a eu la chance de gagner les 24 heures du Mans en 2009. Donc ça c'était d'un point de vue professionnel mais aussi d'un point de vue personnel, c'est toujours des moments forts, surtout quand on est français avec une marque française. Donc ça c'était intéressant. Et puis j'ai doucement réalisé que si j'adorais cet univers-là, c'était pas tout à fait la vraie vie, parce qu'il y avait pas des vrais clients, il y avait pas des vrais coûts de revient, il y avait pas des vraies marges. Et bref, on vivait dans un monde qui était fantastique, mais qui était pas forcément d'une certaine manière le monde réel. Et donc j'ai transitionné au siège social de Peugeot pour être ce qu'on appelle chef de marché. Donc chef de marché en gros c'est faire la stratégie de la gamme de produits et puis des prix pour différents marchés. Donc je m'occupais en l'occurrence de l'Angleterre et puis de l'Italie. Et un jour je reçois un coup de téléphone en fait d'un chasseur de tête qui me pose 2 questions. Il me dit bonjour Olivier, est-ce que tu connais le Québec? Je connais le Québec, moi je connais pas non plus, j'y suis jamais allé, mais oui je connais et puis j'ai une très très belle image du Québec. Il me dit bon ok, est-ce que tu connais BRP? Je dis non BRP là pour le coup pas du tout là. Il me dit mais motoneige, Sidou, Skidoo, Can-Am. Et je dis ah oui là un peu plus bon. Donc la discussion commençait un peu bizarre. Il disait oh là là ce gars-là il connaît rien du tout en fait de notre univers. Et de fil en aiguille en fait on a bien accroché et je me souviens de cette vision d'être allé voir sur le site web de BRP et là d'avoir eu comme un espèce d'électrochoc en me disant waouh. Mais en fait, c'est ça que je veux faire et ça cochait en fait à peu près toutes les cases qu'on voulait à l'époque d'un point de vue personnel parce qu'on voulait aller vivre à l'étranger et d'un point de vue professionnel parce que les produits étaient vraiment tripants et puis la perspective hyper intéressante. Donc, bon an, maintenant, je suis arrivé comme ça au Québec donc en 2011. Donc chez BRP, où j'ai eu différents postes en fait de chef de produit, de directeur du produit, puis directeur marketing chez Can-Am. Avant de rejoindre donc la France, il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, pour m'occuper, comme tu le disais, donc de la direction marketing d'Alpine, donc ici à Paris. Donc voilà, pour la faire court, c'est un petit peu le parcours. C'est vraiment inspirant. Puis d'après moi, c'est un parcours dont plusieurs
jeunes garçons, puis des filles aussi rêvent, là, tu sais, un parcours en automobile, mon Dieu. Toujours connecté à ta passion aussi, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, ça, c'est inspirant que tu dises que t'étais super jeune, puis c'est déjà ça dont tu rêvais faire, puis finalement, tu fais carrière dans tout ce qui a un moteur qui fait du bruit, qui sent le gaz. Ouais, exactement. Mais en fait, on pourra peut-être en reparler un petit peu, mais être drivé par la passion, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et hier, typiquement, on était au Mans pour un rendez-vous pour préparer les prochains 24 heures. Et je discutais avec une vice-présidente qui était dans notre équipe là-bas, et je lui expliquais tous les trucs. Donc moi, j'étais à fond sur le Mans. Et elle me disait, oh, tu parles du Mans comme moi, je parle de chaussures. Et je dis, mais... Et je me suis dit, bon, c'est correct, chacun ses passions. Elle a la sienne. Bon, voilà. Donc, mon point, c'est juste de trouver sa passion et puis ensuite de l'exprimer. Quand on peut le faire dans l'univers professionnel, c'est encore mieux. Mais en tout cas, d'être drivé par quelque chose, ouais. Peut-être que je plonge un petit peu trop vite dans le vif du sujet, mais maintenant, tu es comme directeur, donc il y a des gens sous toi qui doivent faire rayonner la marque. Comment tu fais pour la partager, cette passion-là, puis mobiliser tes gens au quotidien? Alors, j'ai envie de dire, chez Alpine, mais c'était le cas aussi chez BRP, puis même chez Peugeot Sport d'ailleurs au début, c'est des univers qui magnétiquement en fait attirent des passionnés. C'est rare qu'il y ait pas beaucoup de passionnés, ou quand ils le sont moins, ce qu'on aime aussi, quand ils le sont moins, c'est les gens qui sont passionnés en fait par la fonction, par le projet, par ce qu'ils veulent faire. Et donc il y a déjà, j'ai envie de dire, un terreau qui est très fertile pour pouvoir s'exprimer. Après, j'ai envie de dire, le partage de la passion, ça s'explique pas vraiment, mais ça se vit. Donc, c'est quand on est sur une course qu'on instinctivement on exprime des émotions, quand on est derrière le volant, quand on est avec des pilotes ou ce genre de choses là. Et c'est des choses en fait qui se partagent au quotidien à travers des événements ou des expériences qu'on peut vivre un peu en équipe. Et il y a rien de pire qu'une passion qui soit peut-être trop intellectuelle, qui s'explique. C'est un peu quasiment comme être amoureux. Si on n'explique pas vraiment comment on est amoureux, une passion, c'est un petit peu la même chose. Il y en a qui aiment les chaussures, il y en a qui aiment le sport automobile ou alors le sport. Non, c'est tellement vrai. Vraiment. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Alpine? C'est quoi? Tu en as fait une petite description au début, mais dans tes mots, Alpine, c'est quoi? Ouais, alors j'ai la version longue et la version courte, mais on va faire la version courte. La version moyenne. La version moyenne, d'accord. Alors Alpine, donc c'est une marque automobile française qui est née en 1955, qui s'est développée très rapidement dans l'univers du sport automobile, dans les années 70 au travers du rallye et du circuit. On a été les premiers à gagner le championnat du monde des rallyes en 73, qui s'est éteinte pour différentes raisons pendant 2 décennies et qui est repartie en 97 avec notre icône qui est la 110. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, en tout cas sur le site web en Amérique du Nord. Et cette A110, en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était une icône, mais que la marque elle-même était une icône et qui pouvait porter plus de produits que la 110. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui là de cette business unit, c'est de continuer à nourrir cette icône qu'est cette voiture, de développer d'autres produits, de développer d'autres marchés, et tout ça en utilisant notre ADN qui est l'univers du racing, parce que c'est nos gènes, c'est notre histoire. Donc, ce qu'on exprime via la Formule 1, mais via aussi l'endurance, un petit peu via le rallye, tout en transposant en fait des nouveaux codes pour de nouvelles audiences, parce qu'on doit en fait élargir notre marque à de nouvelles audiences. Et on pourra y revenir si vous voulez. Donc, en substance, c'est ça. C'est un constructeur automobile, c'est des écuries de course, et c'est un projet qui est absolument passionnant pour faire rayonner justement les expériences au-delà de l'automobile d'ailleurs à une nouvelle clientèle. Puis là, est-ce que, mettons, moi, là, je suis européenne, puis j'ai envie de me procurer une Alpine, c'est possible ou c'est pas possible? C'est pas comme une Mercedes que tu peux aller chez le concessionnaire puis te procurer, de ce que je comprends. C'est vraiment juste les écuries, juste les voitures de performance? Alors, on a un véhicule routier quand même, donc qui est fait. Ouais, tout à fait. Donc oui, tu peux venir. D'ailleurs, je t'encourage à le faire. Bon, même si tu pourras pas l'importer au Canada pour le moment, mais tu peux toujours venir nous voir en Europe. Donc oui, on a un réseau de concessionnaires qui a à peu près de 150 points de vente aujourd'hui,
qui est principalement en fait en Europe. Donc nos 3 plus grands marchés sont la France, l'Angleterre et puis l'Allemagne. On est pas mal présent aussi au Japon, toute proportion gardée, mais présent au Japon. Et on a des velléités de se développer aussi un peu plus à l'international, dont on est en train de regarder aussi un petit peu l'Amérique du Nord. Voilà. Mais tout ça pour dire que tu peux venir en Europe et aller chez un concessionnaire et repartir avec une belle A110. C'est parfait. On va mettre ça sur ma wish list. Oui, c'est ça. Lors de notre prochain business trip à Paris, on va aller visiter Alpine. Je vous attends. Puis, peux-tu nous parler un peu plus de ton rôle en tant que directeur marketing? C'est quoi que tu fais? Parce que moi, je pense à Alpine. Ce que je connais, c'est surtout votre écurie de F1, mais je me dis, mais Olivier, c'est sûr qu'il travaille pas juste sur l'écurie de F1, tu coordonnes 1001 projets. Donc, c'est quoi ton rôle au quotidien? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, ce qu'on essaye de faire, en fait, surtout, c'est de construire la marque, parce qu'en fait, elle est relativement présente en France. C'est comme quand on parle de, je sais pas, de skidoo au Québec. C'est une évidence là. Donc, Alpine est quand même relativement bien connu en France. Et puis, on a une bonne cote de désirabilité aussi. On le voit d'ailleurs, notamment en endurance, même quand nos résultats sont pas très bons, on a toujours notre fanbase qui est là, qui dit mais c'est génial, vous finissez au moins les courses, c'est one team, etc. Donc sur la France, on est pas trop mal. Donc mon premier mandat, c'est de développer cette marque particulièrement en dehors de la France. Donc je parlais de l'Angleterre et puis de l'Allemagne tout à l'heure, en utilisant différents leviers. Donc c'est évidemment le sport automobile, mais il y a toute la partie événementielle aussi qui est importante pour nous. Donc, c'est réinventer des codes événementiels, aussi bien sur les expériences qu'on peut vivre avec les véhicules que sur les courses, mais aussi, typiquement, on fait des événements qui vont au-delà des expériences automobiles, parce qu'on peut faire des soirées. Donc, on a fait ce qu'on appelle une Radical Night, une Radical Nacht, en fait, à Berlin. On a fait une Radical Night à Londres. Donc, on fait des choses comme ça, pour justement essayer d'aller attirer de nouvelles audiences. On travaille beaucoup aussi sur notre contenu, donc pour s'assurer d'engager cette population, sur toute notre stratégie évidemment social média. Je m'occupe aussi de la coordination avec les pays pour tout ce qui est activation justement marketing chez eux dans leur pays. Et il y a tout un volet aussi stratégie de marque. Donc là typiquement on est en train de revoir justement ce qu'on appelle la brand platform, qui est comment est-ce qu'on positionne en fait nos piliers de marque, comment est-ce qu'on va venir les exprimer dans l'ensemble de nos canaux de communication, quel est le saut créatif qu'on peut faire par rapport à ça. Tout en manipulant des sujets aussi avec certains collaborateurs sur tout ce qui est merchandising, sur tout ce qui est collaboration. Donc les collabs chez nous, c'est les liens qu'on peut avoir avec les ambassadeurs ou alors avec les influenceurs. Et puis on travaille beaucoup aussi avec le e-sport. Et main dans la main aussi avec la com. Donc tout ça pour dire que c'est une multitude de sujets en fait qu'on travaille tous les jours dans la perspective de construire justement cette belle marque Alpine. Ça soulève en effet beaucoup de différentes sphères du marketing. On peut toucher à 1001 choses, mais moi, ce que ça suscite en moi, c'est la question de savoir justement comment vous divisez votre temps, comment vous divisez un budget, parce que vous faites partie du monde où vous mettez énormément d'argent dans des événements, dans des affaires, tu sais, pour justement que la marque rayonne davantage, alors que ça, c'est quand même, des fois, c'est plus difficile d'évaluer le retour, j'ose imaginer. Donc, tu sais, comment ça fonctionne, cet univers-là, où c'est comme, on dirait, en bon québécois, un show de boucan, quasiment. C'est vrai? Parce que c'est fou, là, c'est des sports où il y a de l'argent, puis les compétiteurs, on va en parler, mais il y a des bons compétiteurs, là. Ouais, non, tout à fait. Alors, sur la première question de la répartition du temps, je perds mes écouteurs. J'ai presque envie de dire que c'est diviser une journée de 30 heures en 24 pour essayer que ça rentre. Parce que vous avez compris, l'agenda, il est quand même assez serré. Donc, mais c'est le cas dans beaucoup de compagnies aussi. Donc, ça définit peut-être la qualité des projets. C'est quand il y a plein de choses à faire aussi. Je pense que si on avait des trous dans la journée, ça serait mauvais signe. Là, en tout cas, c'est pas le cas du tout. Et puis sur la priorisation, ça c'est une bonne question parce que c'est toujours l'adéquation en fait entre les ressources qu'on a, donc aussi bien au niveau des hommes et des femmes qu'on a dans les équipes, aussi bien des budgets et ce qui a le plus d'impact aussi pour la marque.
Et là, typiquement, je sors d'un point où on a un super projet, mais des manques de ressources. Donc, c'est très difficile dans ce cas-là d'avancer sur des priorités quand on n'a pas en fait l'ensemble des éléments qui sont alignés. Et pour nous, en fait, chercher à avoir un maximum d'impact, c'est hyper important. Notamment, j'ai envie de dire en dehors de la piste, donc en dehors des circuits de F1 ou alors d'endurance, parce que ce qu'on essaie de construire, c'est ce qu'on appelle une brand shield. Donc, c'est une marque qui soit suffisamment forte pour que quand il y a des résultats sportifs, c'est un vrai bonus, c'est génial. Mais quand il y en a pas, ça soit aussi une marque en fait qui se porte bien. Et on peut citer typiquement Ferrari qui est un cas d'école en fait en la matière. Il y a les tifosi qui les suivent en fait, quels que soient les pilotes, mais ils les suivent depuis toujours et ça reste en fait la marque de leur rêve. Donc pour nous en fait, c'est un petit peu une ambition de construire des priorités qui vont justement travailler cette marque de ce point de vue-là. Et donc après ces priorités, il y en a sur tous les aspects, aussi bien sur les aspects événementiels, donc on choisit les gros moments de l'année que sur les opportunités de contenu, de collaboration, donc ça il y en a tout le temps. Mais c'est ça, je dirais, pour répondre simplement à la question, c'est l'adéquation entre ce qui fait le plus d'impact, les ressources qu'on a, et puis ce qu'on croit intuitivement être la bonne chose aussi. C'est quoi qui fait le plus d'impact? Est-ce que tu peux nous le partager? Alors parfois c'est pas forcément les plus grandes choses, ça peut, mais qu'est-ce qui pourrait avoir fait le plus d'impact? Alors on a différentes choses. La première, on va parler de résultats sportifs. Donc typiquement quand un Esteban fait un podium à Monaco, ça c'est des choses évidemment qui nous aident. Ou quand Pierre aussi fait un podium la fin août, c'est des choses qui nous aident. Et on le voit tout de suite en fait dans nos KPI marketing, notamment sur le site web, etc. Donc ça c'est bien. Sur tout ce qui est événementiel, là je parlais tout à l'heure des Radical Night. Donc ça a très bien marché auprès des nouvelles audiences. Mais aussi, on a fait le reveal d'un prototype qui en fait préfigure notre nouvelle Alpine, qui s'appelle l'A290. On a fait ça à Bristol au mois de mai dernier, dans un ancien hangar de construction d'avions, donc c'était colossal. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on faisait ça, là, apparemment dans l'univers événementiel. C'était une course de nuit qui était évolutive, dans le sens où on était dans le noir complet, et c'était des lasers qui traçaient la piste, et à chaque tour, du coup, la piste changeait. Donc c'est comme si une fois t'es dans un rond, une fois dans un triangle, une fois dans un carré, etc. Et du coup c'était vraiment une piste en fait évolutive. Et donc ça a énormément plu en fait à la presse. On a eu énormément de retombées, particulièrement en Angleterre d'ailleurs. C'est là où ça se passait. Donc quand on a un concept qui est novateur, ça marque en fait les esprits. Donc là sur la partie event, quand on a des résultats sportifs, on voit véritablement des vrais impacts. Et puis après, ce qu'on voit aussi, c'est des collabs. Donc, par exemple, on a fait, là, on est avec Zinedine Zidane, donc c'est sûr que ça drive pas mal de visibilité. Grand Prix Explorer aussi, je sais pas si vous connaissez au Québec. C'est les 20 plus grands influenceurs français qui se sont lancés un défi en disant tiens, on va faire une course ensemble. Et donc ils roulent sur des monoplaces alpines qui sont pas des F1 mais on va dire des mini F1 et donc il y a eu une édition qui a regroupé 40 000 personnes et la deuxième qui a regroupé 60 000 personnes et là c'est que des nouvelles audiences. Donc ça c'est un impact qui a dépassé d'une certaine manière en fait nos espérances. Il y a des impacts sur des qualités de contenu qu'on peut faire aussi. Là, on vient de lancer un nouveau film pour le début de l'année, ça marche très bien. Bref, donc il y en a en fait à tous les niveaux. J'ai envie de dire que ce qui fait le plus d'impact, c'est ce qui crée la surprise, mais une surprise positive. C'est ce que les gens en fait se souviennent. Et puis après, c'est comment est-ce qu'ils l'attribuent à la marque Alpine. Ça, c'est ce qu'on veut à la fin. Wow. Donc il y a plein d'exemples finalement. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action.
Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Mais là, moi, j'ai une question. Est-ce que tu es libre de faire tout ça? Parce que ça sonne tellement créatif. Tu sais, il faut vraiment que tu repousses les limites de ce qui a déjà été fait, autant dans le domaine que dans tous les autres domaines, finalement. Est-ce que tu te sens libre avec cette marque-là de pouvoir faire un peu ce qui te tente? Tu sais, les séances de brainstorm, ça doit être insane, là. Ça doit être incroyable. Ouais, alors d'ailleurs, il y a quelqu'un de mon équipe qui m'a dit hier qu'il fallait que j'arrête de boire de l'alcool au travail et puis de fumer. Mais là, comme vous restez au bureau jusqu'à 9h le soir, vous imaginez que... Voilà, parce que justement, c'était sur un brainstorm du Mans, et puis là, on est encore en phase d'idéation. Donc le Mans, c'est mi-juin, donc on cale les gros blocs, mais il y a encore des possibilités là de rêver en couleur. Donc moi, j'adore cette phase-là. Pour répondre à la question, en fait... je pense que c'est la qualité des équipes avec lesquelles on s'entoure qui fait toute la différence. On vient à la motivation et puis à la passion des équipes, parce que les meilleures idées viennent des gens qui sont super investis, qui croient au projet, qui veulent véritablement aller chercher la vraie différenciation, la singularité dans l'ensemble de ce qu'on fait là. Donc ouais, t'as raison, les séances créatives sont assez riches, sont assez intéressantes là. Et d'ailleurs, on parlait d'agenda tout à l'heure là, mais c'est un petit peu un risque d'être trop dans le workload, parce qu'il faut toujours se dégager justement du temps pour créer. Et malheureusement, créer, c'est pas sur demande, c'est pas tiens de 4 à 5 je crée, c'est en se brossant les dents, c'est en discutant avec un ami, c'est sous la douche, enfin c'est partout. Mais après, il y a un moment où ça doit quand même un petit peu se galvaniser tous ensemble. Il faut créer les conditions pour ça. C'est clair. Puis, tu as mentionné quelques fois le Mont. Tu as parlé de comment ça te passionnait. Est-ce que tu peux nous plonger un peu dans ça, puis nous parler de plus en détail? C'est quoi qui se passe à ce moment-là? C'est quoi? Ouais, alors à titre perso, pour moi, c'est une des plus belles courses du monde, évidemment. Là, il y en a plein d'autres sur des grands prix qui sont exceptionnels aussi, mais celle-là est particulière parce que elle existe déjà depuis très longtemps, depuis 1919. Elle réunit à peu près 350 000 personnes, donc c'est quand même un gros événement. Elle est complètement internationale parce qu'il y a un ancrage français, mais elle résonne beaucoup en fait en Angleterre, aux États-Unis, au Japon. Il y a différentes catégories au sein de la même course. C'est une course de 24 heures quand même, donc de jour, de nuit, en général sous soleil, sous la pluie, enfin il y a à peu près toutes les conditions. Et ça réunit en fait le meilleur du sport automobile, parce que c'est l'esprit d'équipe avec les pilotes et puis avec le reste du team. C'est la performance des véhicules, parce que en fait c'est des F1 qui sont carrossés. C'est de la résilience et c'est de l'effort, parce qu'il faut passer à travers de toutes justement ces épreuves du temps, de la météo, etc. Et c'est une plateforme en fait pour les fans et puis pour nous en tant que marque qui est juste extraordinaire. Donc oui, très belle course. Après il y en a d'autres des très belles. On parle pas de Monaco, de Silverstone ou d'autres, mais il y a d'autres courses qui sont très belles. Mais c'est vrai que j'ai une petite affinité pour Le Mans. Ouais. C'est clair. Puis quand vous avez des grosses courses comme ça, peu importe où ça se passe, comment, est-ce que vous avez toujours des activations spéciales avec Alpine sur les lieux? Est-ce que, tu sais, parce que je suis allée une fois au Grand Prix à Montréal l'été passé, puis bon, tu sais, toutes les marques d'automobiles présentes ont un petit stand, ils vendent de la merch, des affaires comme ça, mais est-ce qu'il y a des endroits où vous faites plus gros, vous faites une activation, êtes-vous limité, tu sais, comment ça fonctionne? Ouais, alors bon, maintenant on a 24 courses dans le calendrier, donc on fait pas des activations en fait sur tous les grands prix. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est il y a toujours une partie en fait réceptif pour nos VIP, et dans les VIP il y a en général nos partenaires, donc typiquement notre partenaire titre, d'ailleurs j'ai une gourde, qui est BWT, mais ça peut être du Castrol ou ce genre de partenaire. On a des invités aussi du management, ça peut être des prospects, ça peut être des gros clients, aussi bien des clients d'Alpine que des clients du groupe. Bref, c'est une vraie plateforme d'un point de vue hospitalité. Et puis après, nous, sur les aspects, c'est une partie du marketing, ceci dit, l'hospitalité, mais sur les aspects activation, ça dépend véritablement en fait des marchés clés qu'on peut avoir. Donc typiquement sur le Grand Prix de France, quand il existait encore l'année dernière, là, on a fait une grosse activation, évidemment avec des tribunes, avec les fans, avec des animations dans le village, avec des clubs qui nous ont rejoints. Donc on a fait un tour sur le circuit avant la course.
avec du contenu qu'on avait fait. On avait fait par exemple Beat of Alpine, donc c'était un bracelet qui prenait le pouls des mécanos, des pilotes, et puis à chaque fois qu'il se passait quelque chose, on voulait voir en fait jusqu'où est-ce que ça montait en termes de heartbeat, et puis pour voir comment un pilote réagissait, un mécano, quelqu'un du team, etc. Et c'est des opportunités de créer du contenu, typiquement ce genre de choses. Donc oui. À Miami, on a fait d'autres activations qui étaient là avec des test drives sur justement certains clients potentiels qu'on pourrait avoir aux États-Unis un jour, si un jour en tout cas on arrivait. Donc c'est vraiment à géométrie variable, on s'adapte en fonction des priorités qu'on a, des zones géographiques, des opportunités qu'on peut avoir sur place, dépendamment du terrain. On fait pas la même chose à Bahreïn qu'on fait en France ou à Vegas. Donc on s'ajuste. Mais on n'active pas partout, heureusement, parce que 24 Grands Prix plus l'endurance, ça serait un peu compliqué. Ah, c'est clair. Puis je suis curieuse, je sais pas si tu peux nous parler de ça, mais comment ça fonctionne avec les Grands Prix, tout ça, parce que vous êtes une équipe, vous avez votre marque et tout ça, mais j'imagine que il y a des contraintes, tu peux pas décider que au prochain Grand Prix de Monaco, nous on s'en va sur la piste, on a un show, tu sais, il y a des étapes à franchir avant. C'est clair, donc tu sais, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi les protocoles et tout? Ouais, alors en général, ce qui est sacralisé là, c'est le vendredi, samedi, dimanche, qui est vraiment en fait dédié à ce qu'on appelle chez nous le sportif, parce que le vendredi commencent les essais libres, qui se prolongent en général le samedi, les qualifs et puis ensuite la course évidemment le dimanche. Donc là, on laisse nos pilotes plutôt tranquilles, donc on est plutôt en phase hospitalité en fait sur ces jours-là. Le jeudi, c'est une journée qui est plutôt réservée à la presse, donc typiquement, c'est là où on peut faire des reveals de voitures. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans des activations marketing qui sont en marge des Grands Prix, c'est le mercredi ou le jeudi. Donc typiquement, l'année dernière, on a lancé, donc c'était au mois d'octobre, on a lancé la 110R, qui est une version en fait radicale de notre A110 aujourd'hui, donc plus légère, puissante, etc. On a lancé à Tokyo. Donc on a fait un show, un événement en fait dans le cœur de Tokyo le mercredi soir. Et le jeudi, on est allé donc à Okuibuki, qui est un endroit perdu dans les montagnes, où là on a fait des tests en fait il y avait du drift, il y avait tout un concept avec l'univers japonais et puis nous notre voiture, où là on a accueilli en fait nos pilotes qui nous ont rejoints et donc il y avait un espèce de battle, enfin bref on a fait différentes choses et ensuite les pilotes rejoignent leur agenda du Grand Prix pour le reste de la course. Donc c'est ça, on joue nous surtout sur du mercredi, jeudi et ensuite le sportif fait le reste, sachant qu'aussi c'est très 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 normé sur tout ce qui est F1 particulièrement. Parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas poser le crayon ici, sinon il faut demander l'autorisation. Donc ça s'anticipe en fait beaucoup côté F1. Au niveau personnel, est-ce que toi tu dois te déplacer sur chacun de ces événements-là? Non, on me pose souvent la question. Non, alors pas du tout. Moi, j'y vais quand il y a des grosses activations. Non. Il y a une équipe qui s'occupe en fait de tout ce qui est hospitalité. On a une équipe aussi, alors qui est pas chez moi, qui s'occupe de tout ce qui est relation avec les partenaires. Donc ça c'est, on va dire, c'est un gros boulot parce que ne serait-ce que cette équipe-là, elle doit être quasiment sur tous les grands prix, parce que quand il y a des invités BWT, évidemment, c'est normal, hein, il faut s'en occuper, etc. Moi, j'y vais quand il y a des grosses activations marketing. Donc non, j'en fais des grands prix, c'est variable, mais entre 5 à 8 par an, plus Le Mans. Donc voilà. Quand même, c'est quand même beaucoup de voyagement et tout. Puis au niveau personnel, là, tu nous as dit que tu restais souvent au travail jusqu'à 20h, 21h, puis tout ça. Comment tu trouves un équilibre dans tout ça? Ça, c'est une très bonne question. Alors, sur l'aspect personnel, en fait, nous, on a fait le choix, en revenant du Québec, d'aller à Lyon. Pour plein de raisons, mais mon bureau est à Boulogne, donc à Paris en fait. Donc je suis 3 jours par semaine, enfin 4 jours maintenant à Paris. Donc je suis en célibataire géographique, on va dire pas mal la semaine, ce qui me permet d'une certaine manière de faire pas mal d'heures. Et puis le week-end et le lundi, donc je suis à la maison où là
j'allais dire, je fais attention à mes heures, mais oui, le week-end, j'essaye d'être un peu plus loin, en tout cas, du clavier. Et voilà. Mais c'est vrai que la semaine, là, je suis pas mal à mettre des heures. Et on les compte pas vraiment d'ailleurs. Hein. C'est un peu le prix à payer aussi dans le sport automobile, puis quand on construit une marque. Donc, ouais, puis je pense que de s'isoler comme ça te rend plus efficace aussi. Tu sais, t'es très focus sur ton travail pendant quelques jours, puis ensuite de ça, tu peux déroger puis aller rechercher ta créativité plus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, on a toujours besoin de son entourage quand même, et puis d'un entourage bienveillant. J'ai de la chance, je l'ai. Mais oui, c'est vrai qu'en étant seul, on a moins à penser, ne serait-ce que logistique. Hein. Donc, oui. Donc oui, ça simplifie évidemment les choses et c'est du temps. Alors, il y en a qui décident de le mettre ailleurs. Moi, c'est vrai que je le mets dans le travail. Bon, c'est un choix personnel en tout cas. Mais t'as raison. C'est pas toujours évident de trouver son équilibre, mais il faut l'avoir bien en tête. Quand on est entouré, ça aide en tout cas. C'est sûr, mais tu sais, en même temps, je t'écoute parler puis tout ça. Des fois, on oublie que le travail, ça peut être une passion puis que peut-être, probablement que le soir après le travail, si t'avais pas cette job-là, tu serais chez vous en train de regarder des courses, là. Tu serais encore dans ce domaine-là, tu serais encore absorbé par ça d'une manière ou d'une autre, donc. Oui, c'est. Je pense que si un jour je quitte Alpine, on pourrait dire que je peux quitter Alpine, mais Alpine nous quitte pas. Ou on peut quitter le sport automobile, mais le sport automobile nous quitte pas. Donc oui, c'est une histoire d'une. Oui, c'est ça. Quand on est passionné, c'est à vie. Peut-être que je travaillerai pas toute ma vie dans le sport automobile non plus, mais comme tu dis, ça restera quelque chose que je continuerai à suivre. Puis avec des gens aussi que je connais depuis quelque temps que j'aime aussi. Donc on garde des relations avec eux. Ouais. Ben, c'est la plus belle carrière, hein, celle dont tu es passionné. Il y a pas longtemps, je lisais le livre Le Why Café. Oui. Je sais pas si vous l'avez lu. Non. Non. En tout cas, c'est un très petit livre de quelques centaines de pages. Il se lit très rapidement, puis c'est vraiment par rapport à trouver ta raison d'être, tu sais, pourquoi tu fais ce que tu fais dans la vie, puis c'est exactement ce que ça disait, tu sais, tu passes la majorité de ton temps à dormir ou à travailler. Après ça, il te reste un petit peu de temps libre, donc tu sais, vaut mieux occuper un emploi qui nous passionne, puis moi, je trouve ça beau de voir que c'est ton cas, puis tu l'as mentionné plus tôt, que dans ce domaine-là, c'est pratiquement le cas de tout le monde, parce que comment veux-tu te tailler une place dans une organisation comme Alpine si t'es pas passionné? Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place qui va être plus passionné que toi. Là. Ouais, non, tout à fait. Après, il y a quand même une dimension qui est pas négligée et que je découvre aussi avec le temps, c'est qu'être drivé par la passion, par l'envie, par l'enthousiasme, c'est clé. Mais faut que ça soit toujours dans un contexte où ça fait du sens. Parce que quand il y a des passions qui peuvent être j'utilise des grands mots, mais un peu destructrices, là. On parlait d'entourage, tu sais, pour garder une bienveillance, un équilibre, etc. Mais il faut que sa passion aussi, elle reste à un niveau où, justement, elle fasse du sens, elle permette d'avancer et qu'il y ait une certaine résonance par rapport en fait au monde d'aujourd'hui. Et typiquement le sport automobile, il peut être décrié, pourquoi pas à juste titre. Pourquoi est-ce qu'il y a des voitures qui tournent en rond en fait et qui polluent la planète? Mais ça nous force nous en fait à avoir justement un roadmap pour avoir une neutralité carbone. Donc c'est ce qu'on fait en F1, c'est ce qu'on fait aussi en endurance, donc à l'horizon 2030. Donc ça génère en fait plein d'idées créatives pour le faire. Et c'est en ça en fait on peut contribuer justement à avoir un impact aussi sur le monde. Et ce que j'exprime aussi souvent, c'est que c'est vrai que le sport auto en soi, ça sert à rien d'un point de vue rationnel. Faire des tours de piste, ça sert à rien du tout. Mais en fait, c'est ce qui nous rend vivants. Et l'homme, s'il est pas vivant, s'il a pas ça, en fait, ça sert à rien de vivre. C'est comme pourquoi de mettre de la sauce dans ses pâtes? On peut très bien manger des pâtes et on peut vivre. Oui, ça marche. Mais quand on a l'occasion de mettre la meilleure sauce, là, sur la meilleure poutine, on la met. C'est un petit peu ça, en fait. Ça rend le monde meilleur, ça rend les gens plus vivants. Mais il faut que ça s'inscrive dans ce sens, en tout cas. Ah non, c'est vrai, vraiment. Comment on atteint le carboneutre? Avec des voitures de course, comment on peut faire ça? Ouais. Alors, il y a différentes choses là. Nous, sur quoi on travaille d'un point de vue constructeur, c'est évidemment tout ce qui est tous nos liens dans notre cas avec Castrol sur l'e-fuel. Donc c'est un fuel là qui serait 100% en fait recyclable et puis sans émission. Ensuite sur la F1, c'est complètement c'est un vrai challenge parce que il y a tous les frais logistiques qui sont liés à ça.
Donc là, c'est plus une compensation carbone en fait. Donc il y a des émissions d'un côté et puis après, comment on va venir récupérer ces émissions. Donc il y a différentes techniques comme par exemple planter des arbres. Et après, ça nous projette dans d'autres choses qui sont des sujets qu'on travaille aussi chez Alpine, qui est typiquement tout ce qui est hydrogène. Donc l'hydrogène qui est une très très belle technologie, où si typiquement on l'utilise comme un carburant, donc dans un moteur à combustion interne comme on le connaît en fait aujourd'hui, on émet quasiment exclusivement que de la vapeur d'eau. Et il y a un côté presque magique dedans là, mais donc c'est des technologies qu'on regarde parce qu'on y croit aussi beaucoup en fait chez nous quoi, à long terme hein, évidemment. Donc il y a différentes façons, mais c'est pas un voyage facile. Hein. Non, puis justement, ça m'amène à me poser la question, c'est quoi votre plus grand défi chez Alpine? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose et si oui, quoi? Alors, il y en a des milliards de défis chez Alpine parce que justement, on construit toute cette business unit. J'ai envie de dire le premier défi là, ça va être de construire cette marque et puis qu'elle soit reconnue, qu'elle soit connue déjà et qu'elle soit désirable. Ensuite, on a un défi au niveau du produit, de nos volumes, parce qu'aujourd'hui on a un seul produit qui est dans un marché niche. Aujourd'hui, on vend à peu près 4000 voitures, donc c'est rien du tout. Et on doit multiplier en fait les volumes par 50 dans un horizon de 8 ans. Donc faire ça, c'est tout un impact sur le développement produit, sur la chaîne de production, sur l'après-vente, sur les équipes dans les pays, enfin bref, sur toute l'organisation de la business unit. Donc c'est accompagner cette croissance aussi là. C'est des défis au niveau sportif parce que un jour on veut quand même être champion du monde de F1, donc l'équipe travaille en fait d'arrache-pied dessus. Pareil pour les 24 heures du Mans. Donc il y a de multiples défis, mais j'ai envie de dire si pour moi pour les grandes priorités, hein, si on arrive à construire, je me répète un peu, mais cette marque qui soit connue et qui soit désirable, on aura déjà fait en fait un grand pas dans l'histoire d'Alpine en tout cas. C'est clair. Puis vous avez des compétiteurs majeurs, dont par exemple Red Bull ou Ferrari, tu l'as mentionné tantôt, qui ont une grande notoriété. Comment justement vous vous positionnez à côté de ces personnes, ben pas ces personnes-là, ces joueurs-là en fait. Puis tu sais, est-ce que c'est à eux que vous comparez? Est-ce que vous choisissez de un peu fermer les yeux sur ces joueurs-là parce qu'ils ont une notoriété que vous considérez pas possible à rattraper, ou au contraire, let's go, on s'en va à la même place? C'est comment vous vous positionnez? Bah déjà, ce qu'il faut comprendre quand on arrive dans le sport automobile, c'est jamais pour faire la figuration, tout le monde veut gagner. Donc il y a un état d'esprit en fait qui fait que qu'on soit Red Bull, Ferrari, Alpine ou n'importe qui, tout le monde est là pour gagner. Et si vous avez la chance de rencontrer des pilotes de F1 et de parler à plusieurs, tout le monde est persuadé qu'ils sont champions du monde, qu'ils peuvent être champions du monde. Donc, on part tous du même principe où en fait on a les capacités d'être les meilleurs. Alors après, il y a une question de temps, il y a une question de ressources, etc. Mais on est là pour gagner et puis les pilotes sont convaincus que c'est des futurs champions du monde. Donc ça c'est une chose. Donc ensuite, ce qu'on va faire d'un point de vue technique, alors c'est beaucoup moins mon domaine, mais évidemment on regarde beaucoup ce qui se fait à droite à gauche. En général, en tout cas chez nous, pas pour copier, mais plutôt en fait pour voir les bons coups, ce qui marche moins, pour trouver de l'inspiration. Mais on n'est pas vraiment dans la philosophie où on va venir copier, ce qui parfois, peut être discutable, mais enfin en tout cas c'est le choix qu'on fait. Et puis ensuite sur les aspects plus communication et puis marketing. Ça rejoint un petit peu le positionnement de la marque et puis l'identité de l'écurie qu'on veut créer. Et cette identité d'écurie, elle peut pas être déconnectée du reste en fait de la marque là. Donc tout le travail, je parlais tout à l'heure de la création de la plateforme de marque là, tout ce qu'on est en train de faire, là c'est pas encore visible, mais il va falloir que ça se traduise en fait dans les codes de l'écurie et puis dans les façons de faire de l'écurie. Et nos premiers ambassadeurs pour ça sont évidemment nos pilotes. On a la chance par contre d'avoir des pilotes qui sont extrêmement ouverts sur ce genre de problématiques, donc ils nous accompagnent justement là pour bien porter la marque. Donc ça c'est bien, mais on veut pas ressembler à Red Bull, on veut pas ressembler à Ferrari, on veut ressembler véritablement à personne parce qu'on est unique et c'est cette unicité en fait qu'on veut défendre.
Mais c'est vrai que ça sera encore plus facile quand on sera champion du monde. C'est clair. On vous supporte. Puis, ça soulève un questionnement. Est-ce que c'est un environnement où il y a un esprit d'entraide, où c'est tellement compétitif que malheureusement c'est difficile? Parce que je sais qu'écoute, c'est un parallèle très différent, mais Camille, par exemple, qui est dans le domaine de la coiffure, les gens s'entraident beaucoup, tu sais, d'un salon à l'autre. Il y en a des plus gros, des plus petits, mais tout le monde veut tout le monde. En général, c'est à leur avantage de travailler en équipe et de s'unir. Cependant, est-ce que vous êtes dans un domaine où le prix à gagner est trop un gros joujou, puis le monde il devient de la tête, là? Alors, parenthèse, si t'es dans la coiffure, j'aurais besoin de petits conseils, mais ça, c'est un autre sujet. Ça va me faire plaisir. C'est impossible depuis toutes ces années, mais c'est pas grave. Non, l'esprit d'entraide, je pense qu'il est au cœur du sport automobile parce que ça reste quand même un sport de haut niveau, particulièrement la F1 qui est aussi un des sports les plus regardés. Donc, on a beaucoup de pression médiatique aussi, mais surtout une pression de performance. On le voit, la partie visible, c'est surtout sur les arrêts au stand, avec typiquement McLaren qui a des temps qui sont absolument incroyables, ils descendent sous les 2 secondes maintenant pour les arrêts au stand, Red Bull qui est en général très très bon aussi, et tout seul en fait on arrive évidemment à rien du tout. Donc il y a cette idée tout le temps d'entraide et en même temps j'ai envie de dire de complémentarité parce que chacun a un poste et un rôle qui est très défini et si lui ne fait pas sa part du boulot, en fait personne d'autre ne le fera. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'arrêt au stand. Si celui qui est avec le gun, avec le pistolet, n'est pas là, c'est pas celui qui porte le pneu qui va faire son boulot. Donc par contre, ils doivent être synchronisés ensemble. S'il y a un problème, ils essayent de le résoudre ou en tout cas d'aider leur coéquipier. Donc c'est j'ai envie de dire l'esprit d'équipe qui est poussé à son paroxysme, particulièrement en fait en période de course. Et puis après, dans le quotidien, c'est toujours un petit peu la même chose aussi. C'est que on a moins la pression du timing. On fait pas tous nos dossiers en 2 secondes, comme ils changent les pneus là. Mais par contre, pour avancer, c'est toujours un maillage entre la communication, le marketing, le business, et ça c'est absolument clé. Et on s'inspire d'ailleurs de d'autres univers là pour travailler cet esprit d'équipe là, parce que c'est le cœur du réacteur. C'est ouais. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement. Non, c'est clair, t'as raison, tu viens de le dire, c'est le cœur du réacteur, et puis vous êtes définitivement dans un sport où sans l'esprit d'équipe... c'est impossible. Il y a personne qui va aller loin, littéralement, ça roulera pas. Non, exactement, et on le voit d'ailleurs dans certains, alors pas forcément en F1, mais dans certaines équipes, quand on n'a pas l'esprit d'équipe, ça se sent, ça se perçoit, et en général ça marche pas, ou alors c'est une question de temps avant que ça marche pas. Si les gens sont pas unis dans cet objectif commun, ils veulent pas bosser ensemble, en général ça fonctionne pas. C'est clair. Et puis là, parlant d'équipe, je retourne un peu dans le début de notre conversation. On a parlé de ton rôle, de le nombre de courses que vous avez par année. C'est beaucoup. Tu as parlé d'une équipe de médias, mais j'aimerais savoir, tu sais, sous toi, comment ça se divise? As-tu une équipe qui est sur la route? Est-ce que c'est un groupe qui se promène? Comment c'est divisé? Alors moi j'ai donc dans mes prérogatives j'ai une partie contenu, donc tout ce qui est production de contenu, stratégie de contenu, etc. Une partie réseaux sociaux, donc social media, pareil, donc toute la stratégie sociale, l'activation, la partie événementielle. Donc créer les événements de marque pour engager avec cette nouvelle audience. La partie média, donc là on est vraiment sur du paid. Donc comment est-ce qu'on va venir acheter les meilleures plateformes médias et puis définir des stratégies pour avoir le bon message au bon moment pour la bonne audience. J'ai une partie stratégie de marque aussi, donc je reviens à cette plateforme de marque, mais ça peut être la segmentation ou ce genre de choses. Et puis une partie de coordination aussi, donc de nos activations marketing avec les pays. Donc, ça fait un périmètre
oui, ça fait un certain périmètre, mais j'ai pas tous les leviers marketing parce que, comme je le disais un peu, il y a le merchandising en fait qui est aujourd'hui, on travaille très conjointement parce que c'est une expression de la marque évidemment, mais qui est pas dans mon périmètre, ou alors les collabs qui sont pas non plus dans mon périmètre, mais c'est des choses, c'est des expertises dont on a besoin en fait pour justement aller nourrir la marque. Quand même. Comment tu mesures les résultats? Tu sais, là, ça fait 2 ans que tu es dans ce rôle-là. Comment tu mesures les avancées au quotidien pour t'encourager? Alors, le premier KPI, c'est le nombre de cheveux blancs. Donc, ça, j'ai arrêté de compter. Après, non, on travaille en fait avec une compagnie qui s'appelle Sprinkler, qui est une compagnie américaine d'ailleurs, là, qui nous aide en fait sur tout ce qui est lecture sociale et digitale de nos impacts. Donc, on regarde énormément ce qu'on appelle du social listening, mais un petit peu plus poussé. Donc, on regarde tout l'impact de ça d'un point de vue volumétrie, donc les impressions, etc. Mais aussi, moi, je passe pas mal de temps à regarder ce qu'on appelle le sentiment. Donc, est-ce que ce qu'on fait évoque un sentiment plutôt positif, neutre ou alors négatif? Pour bon, évidemment, il y a les notions d'engagement derrière, etc. Mais pour voir si ce qu'on fait a une certaine résonance auprès d'une audience X ou Y, dépendamment des marchés, dépendamment des périodes, etc. Donc, on suit beaucoup ces KPI avec ce genre d'outils. Et puis après, sur la partie plus business et commercial, on doit aussi générer des leads qui ultimement vont venir acheter des voitures. Donc ça, c'est un commitment qu'on fait vis-à-vis de notre réseau. On s'engage à livrer X milliers de leads pour notre réseau. Donc ça, c'est des choses qu'on suit aussi de façon assez religieuse. Et puis après, il y a tout un domaine qualitatif où finalement dans les KPI, c'est du j'aime pas, de ce qu'on entend par le management, par le groupe, par des amis, par la presse, etc. Et j'aime bien toujours regarder ça parce qu'il y a la partie quantitative qui est toujours bien, mais il y a aussi tout ce qu'on peut nous dire. Et on se rend compte que typiquement, j'avais encore l'anecdote il y a quelques jours. Notre A110, elle est lancée depuis 7 ans en Europe là, mais il y a encore des gens qui la découvrent. Et donc avec un nouveau morceau de contenu qu'on a fait, on se dit, mais elle est super votre nouvelle voiture, quand est-ce qu'elle sort? Et je dis tiens, c'est intéressant parce que N égale 1, mais par contre ça veut dire qu'on a touché un petit peu son cœur là, et donc ça fait plaisir. Donc c'est un petit KPI aussi qui est pas quantitatif mais qualitatif et que j'aime bien par exemple. Vraiment. Puis j'ai oublié ma question. Elle était vraiment bonne en plus. Alors, elle va te revenir. Et comme j'étais hypnotisée par tout ce qu'il y a à mesurer quand même, là, parce que je me disais comment tu fais pour mesurer le résultat d'événements ou de... Ah oui, je sais ma question. Les mauvaises presses, comment tu gères ça? Parce que il doit en avoir, là. Alors, on en a, je vais pas citer d'exemple, mais ouais, ça on en a. J'en ai pas trouvé d'ailleurs, là, sur le web. Dans mes recherches, j'en ai pas vu, mais c'est sûr que dans ce monde-là, il doit en avoir. Ouais, il y en a. Donc, justement, avec l'outil Sprinkler, là, on a des seuils d'alerte, en fait, qui peuvent déclencher des gestions de crise. Je peux donner un exemple, mais quand on était avec Alonso, à chaque fois qu'il y avait un abandon, moi, je recevais une notification là parce qu'à partir de 1000 commentaires négatifs, en fait, on avait une notification. Et donc, on sait mesurer l'ampleur en fait d'une crise potentielle ou pas. Donc là, il y avait un certain volume avec Alonso parce que il était assez connu, etc., avec une fanbase qui était très grande et très réactive. Là, donc bon, ça va le gérer. Après, il y a d'autres cas où sur des situations de soit d'un partenariat, soit d'un produit ou des choses comme ça, on va venir monitorer ça. Et puis, en fonction de ça, ça nous permet d'être plutôt proactif par rapport à une crise. Donc, ça est arrivé 2-3 fois de suivre ça. Ça a jamais éclaté en crise, en tout cas pour ce que je monitorais. Mais on voit que là, dans ce cas-là, le sentiment négatif est plutôt assez haut. Par contre, le volume d'impression, dans les cas que je me suis occupé, était plutôt faible. Donc, quand il y a peu finalement de résonance, il n'y a pas forcément une nécessité de faire une action plus que ça. Sinon, on va créer encore plus de buzz autour et c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Exact. Il y a comme un point de non-retour où est-ce qu'il faut que tu l'adresses comme marque. Exactement. Ou un point où est-ce que là, tu gardes ça un peu secret, tu gardes ça un peu à l'interne parce que je pense que sur Instagram, vous avez 3,2 millions d'abonnés quand même. Quand ça s'enflamme,
Ouais. Alors ça va vite. Alors sur la F1, on est à 8.6 sur tous les réseaux confondus. Et puis sur la partie cars, on est plus faible parce qu'on est presque à 600 000 là. Mais donc oui, en effet, ça peut aller très très vite. Et puis après, au-delà des réseaux sociaux, il y a toute l'ampleur digitale aussi, parce qu'après il y a toute la presse ou alors les forums ou ce genre de choses. Donc oui, sur des sports très exposés, ça peut en effet aller très très vite. Donc c'est à manier avec parcimonie. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse ou vous y pensez pas plus que ça parce que tu viens de le dire là, dans les grands sports où justement ça peut aller vite, puis je pense même au hockey, à tous les sports américains qu'on a ici là, il suffit qu'un joueur commette une erreur puis minime là, c'est fou. Puis des fois ça fait beaucoup réagir. Est-ce que c'est quelque chose de stressant ou pas beaucoup? Alors je pense que si on vivait stressé pour ça, je pense qu'on n'aurait pas fini, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout est du contenu, d'une certaine manière. Là. Je pense on vit aussi dans un monde où la nouvelle chasse la précédente. Donc en général, quand il se passe un truc, les gens s'attardent un petit peu, mais ensuite c'est balayé par une autre nouvelle. Donc les vraies grosses mauvaises nouvelles ou les grosses crises, on en a eu une qu'on a dû gérer là avec certains pilotes chez nous là qui a été pas évidente, mais heureusement les grosses crises en fait arrivent pas tous les jours. Donc faut rester très très vigilant, faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, mais après ça fait partie aussi de la job là, donc on avance avec ça quoi. Ben oui, c'est clair. Puis on est en début d'année 2024. Comment vous planifiez vos stratégies? Qu'est-ce qui s'en vient pour Alpine en ce début d'année ou pour l'année 2024 en entier? Ouais, donc là en fait toute la stratégie elle va être tournée vers la croissance pour nous. Alors sur le plan sportif, ça va être des objectifs sportifs qui seront révélés le 7 février parce qu'on va faire l'annonce en fait de notre nouvelle F1 et puis aussi de notre hypercar donc qui sera au Mans le 7 février. Donc retenez la date. On a 7 février. 7 février, exactement. Ça va être très, très quelque temps après la sortie de ton épisode. Donc... Oui. Ah, d'accord. OK. Bon, alors notez-le parce que ça sera encore bon alors. Et après sur les aspects commerciaux donc ou plus business, c'est véritablement donc autour de la croissance, donc la croissance de la marque. On a un lancement de produit très important aussi pour nous cette année parce qu'on va lancer donc notre premier véhicule électrique qui est un véhicule ce qu'on appelle chez nous du segment B, donc c'est plutôt une taille citadine. Et donc c'est comment on réinvente les codes de la voiture de sport dans un véhicule électrique et a fortiori un véhicule citadin. Donc ça c'est un défi qui est intéressant. Et donc, on est en train de planifier cette année tout ce lancement, donc sur l'ensemble des sur l'ensemble des aspects pour faire un vrai lancement 360. Donc ça va bien nous occuper. Ça va être une grosse priorité, tout en continuant à supporter aussi notre icône qui est notre A110, donc la voiture d'aujourd'hui. Donc on est en phase, on finalise quand même la stratégie là sur 2024 et on commence à être en déploiement doucement. Y a-t-il quelque chose de doux pour de vrai chez Alpine? Oui, je sais pas trop. Ouais. Voilà, et puis avec des choses qui vont commencer à être visibles très très vite. C'est cool. Puis toi, en tant que gestionnaire et tout, quel conseil aurais-tu donné à des personnes qui aspirent à travailler dans le domaine de l'automobile, que ce soit en marketing ou peut-être même un autre département? Je pense il faut avoir faut avoir un peu le feu à l'intérieur de soi-même, mais ça doit être le cas, j'espère en tout cas pour à peu près tous les métiers. Je pense que il y a un vrai rôle à jouer, particulièrement en ce moment, parce qu'on est dans une vraie phase de transition dans l'automobile. Je parlais de l'électrification là des véhicules, c'est le cas évidemment pour tous les constructeurs, mais c'est bien plus profond que ça, parce que c'est plus profond que le produit. C'est véritablement en fait les consommateurs qui sont en train de changer drastiquement dans leurs attentes, leurs relations avec les marques, dans le mode de distribution aussi. Aller chez un concessionnaire aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément naturellement. Donc comment est-ce qu'on donne envie aussi
aussi aux concessionnaires de venir voir nous ce qu'on fait, les marques. Donc il y a un pan produit avec l'électrification, il y a un pan consommateur avec des nouvelles habitudes et particulièrement avec la jeune génération qui challenge beaucoup de choses dans un contexte où tout le monde est connecté. Et ce qui m'amène à l'autre point, c'est surtout ce qui est lié à la technologie aussi. Donc les gens qui veulent embrasser le domaine automobile sont des gens qui doivent être très adaptables et puis très ouverts au changement, mais aussi aux nouvelles technologies. La voiture de demain, en fait, c'est j'ai envie de dire, c'est presque plus de l'industrie lourde, c'est un iPhone sur roue, quoi. C'est une grande batterie ultra intelligente qui roule et qui va vous permettre, en fait, de faire plein de choses, de se déplacer, mais jusqu'à communiquer, faire vos rendez-vous, aller jouer pendant que sur un jeu ou aller prendre un meeting pendant que vous faites votre recharge. Enfin, ça va devenir un bureau roulant multicanal qui pourra à peu près tout faire. Et donc, ça met beaucoup de pression sur la tech. Donc ceux qui veulent rejoindre cet univers-là aujourd'hui, en fait, faut qu'ils soient prêts à cette transformation parce que ça met l'ancien modèle, ça vient de mettre un petit peu de poussière, on va dire, sur l'ancien modèle, mais par contre, c'est extrêmement excitant sur les prochaines étapes parce que je pense qu'on va vivre 10-15 ans probablement de transition. Alors après, il y aura autre chose, très certainement, mais qui vont être très intéressants. Donc, faut venir armé et motivé, mais il y a de très, 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 très beaux défis, et surtout sur des produits qu'on voit dans la rue. Donc ça, c'est toujours aussi une petite fierté quand on voit des clients qui roulent avec des produits sur lesquels on a travaillé. Donc ça, c'est sympa. C'est clair. C'est cette ère d'innovation, de changement est très intéressante, inspirante. Puis je pense que, comme tu l'as bien expliqué, il va y avoir des beaux changements dans les prochaines années. Mais c'est clairement un grand défi pour les constructeurs, là, mon Dieu. Tellement. J'ose imaginer si mon industrie devait se retourner faire un 360 complet. Mais en même temps, je trouve que c'est un monde de possibilités. Tu sais, enfin, il y a comme une nouvelle ère qui arrive, puis c'est ça va créer d'autres emplois, en fait. Tu sais, des passionnés de tech vont pouvoir mettre leur passion sur les voitures à profit, puis ça va juste évoluer encore plus rapidement, je pense. Complètement. Et puis je pense que ce que ça va permettre aussi, c'est de décloisonner certaines industries, parce que là, c'était, mettons, très automobile, très téléphonie, très web, très tech, enfin bref. Et là, en fait, on se retrouve dans un maillage des industries qui est absolument dingue. Typiquement, nous, on a des partenariats avec Google ou ce genre de choses là qu'on n'aurait pas forcément eu il y a 10 ans. Ce qui montre un début de maillage aussi avec ça. On est en train de travailler typiquement l'univers du son, parce que en supprimant le son d'une voiture, ça devient quelque chose d'hyper important puisqu'on l'entend plus. Donc, comment est-ce qu'on travaille cette nouvelle expérience sonore pour que ça soit électrique ou pas? Donc, quelle fréquence on va venir travailler ou annihiler ou ce genre de choses. Donc, on commence à se travailler aussi avec l'univers musical. Donc, ce sont des choses là, je vais pas dire qu'ils sont neuves, mais en tout cas de cette prérogatives qui sont en fait complètement nouvelles. Donc c'est ça vient brouiller un petit peu l'écart de toutes les industries, les décloisonner. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que je pense que dans quelques années, on pourra plus dire je suis de l'univers de l'automobile. Ça sera peut-être notre point d'ancrage, mais on sera avant tout des gens qui devront encore une fois être ouverts sur le monde, très connectés et vivre en fait quasiment déjà dans le monde de demain si on veut bien construire les produits d'aujourd'hui. À quel endroit tu prends tes informations pour rester autant à l'affût de tout ce qui se passe? Ça se fait dans la presse spécialisée, mais je pense que ça doit se faire surtout en dehors de la presse spécialisée. Typiquement, là, dans le repositionnement de la marque Alpine, on a une volonté en fait de s'établir dans l'univers du luxe, et donc les codes du luxe, ils existent dans l'automobile, mais ils existent aussi partout ailleurs. Et donc je me surprends moi à regarder ce qui peut se faire justement dans l'univers de la mode ou de la tech. Donc la tech c'est un peu plus naturel, mais la mode c'est peut-être un petit peu moins mon aspiration première là, et donc de voir justement comment eux ils cassent les codes. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a tous les mêmes défis avec une clientèle qui peut vieillir, donc ils ont aussi besoin d'aller chercher une nouvelle clientèle. Et si vous regardez des Chanel, des Vuitton, des Dior, des Céline, comment justement ils repensent la manière dont ils vont connecter avec cette audience, c'est hyper intéressant. Donc je pense que l'erreur serait d'aller se nourrir de juste notre industrie, il faut vraiment s'ouvrir sur le monde. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est
assez facile. Enfin, la facilité devient difficile dans le sens où on a tellement d'infos sur les réseaux sociaux, etc., qu'à un moment, il faut juste faire le tri parce que il faut pouvoir les digérer, les réfléchir un petit peu à ce qui se fait. Mais il faut s'inspirer constamment. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des risques de nos jours, mais pas seulement dans l'automobile, c'est que, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est tellement avec des agendas très chargés qu'il faut toujours prendre le temps justement de bien réfléchir, de laisser de la place à la créativité et surtout à l'inspiration sur des éléments comme ça, particulièrement sur des industries connexes. Vraiment. Moi, c'est quelque chose que je vis dans mon industrie aussi, là. Tu sais, il faut constamment se réinventer. Puis, tu sais, quand t'es au day-to-day, là, tu continues, puis t'as une clientèle qui aime ce que tu fais aussi, fait que tu deviens vite niché, mais de sortir de ça, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est tellement important, mais c'est pas évident en termes de temps, là. Non, exactement. Et puis, faut en faire une priorité. Sinon, je dis ça, j'ai du mal à le faire, mais il faudrait que je le fasse plus. C'est clair, tranquillement, pas vite, tu vas y arriver. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis moi, ça m'a permis de découvrir davantage comment cet univers de l'automobile fonctionne. Hey, vraiment. C'est fascinant, vraiment. Merci de t'être joint à nous aujourd'hui. Puis on te souhaite beaucoup de succès à travers l'année 2024. Puis on a bien hâte de rester à l'affût pour les beaux événements que Alpine organise. Bon, bah merci encore de votre invitation. J'ai pas vu le temps passer, donc merci d'être le timekeeper, tu l'avais dit. Donc, je l'avais dit. Chloé est la meilleure pour le temps. Donc c'est parfait. Et puis j'en profite pour saluer le Québec aussi, que j'aime beaucoup là. Donc bonne année à tous les Québécois et puis bah à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.